Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je vais t'apprendre comment choisir ton psychologue. En effet, c'est une question qui est super importante et qui revient très souvent, c'est finalement comment est-ce que je vais choisir le psychologue qui me convient. Parce que, il y a plein d'approches différentes, il y en a des dizaines, si ce n'est des centaines, et donc il y a aussi avec ça des personnalités différentes, donc la même approche pratiquée par deux psychologues différents, ça n'aura pas du tout le même goût ou la même efficacité. Donc c'est très important de trouver la bonne approche et le bon thérapeute pour soi. On est déjà face à un problème parce que les psychologues parlent très peu de leurs approches. C'est très difficile déjà de trouver un psychologue qui a un vrai site internet, qui explique ce qu'il fait vraiment. Souvent, on a juste un numéro de téléphone, à la limite un mail, et puis on nous répond même pas toujours forcément. Ça, c'est un problème parce que les gens sont mal informés par rapport à ce qui existe. Et ils vont se dire, moi j'ai fait une fois une séance chez un psychologue, et puis tous les psychologues sont comme ça. Alors que c'est pas du tout la réalité. C'est pour ça que moi je mets beaucoup d'importance à avoir un site internet très complet et puis à créer aussi tout le contenu que je crée, que ça soit dans mon podcast comme vous écoutez actuellement, les vidéos que je partage sur les réseaux sociaux. Alors l'objectif de cet épisode, c'est d'essayer de vous guider un peu plus sur comment vous pouvez choisir. Une chose qui est bien de poser, qui est très importante, c'est que un des critères les plus importants pour la réussite d'une thérapie, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le feeling, la relation que vous avez avec votre psychologue. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver quelqu'un non seulement qui est compétent, mais surtout avec qui vous avez un bon rapport, parce que sinon vous allez perdre énormément de l'efficacité de la thérapie. Pour commencer, j'aimerais déjà vous éclairer sur quelles sont les différences entre un psychologue, un psychothérapeute et un psychiatre. Et puis alors là, je vais parler pour la situation suisse, parce que ça se peut que dans d'autres pays, c'est différent. Mais en Suisse, un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait son parcours universitaire en psychologie. Donc, il a fait le bachelor et le master. Il y a des spécialisations, donc il y a psycho du travail, psycho de l'orientation, psycho de la santé, psycho clinique. Moi, j'ai fait psycho clinique et de la santé. Donc, c'est des psychologues comme ça que généralement vous retrouvez ensuite dans des cabinets pour faire des thérapies. Le psychologue, il a son master en psychologie et puis il fait ce qu'on appelle du soutien psychologique. Donc, il va pouvoir aider des personnes comme je le fais tous les jours dans mon cabinet, par rapport à différentes problématiques de vie. Et puis, par contre, il aura moins d'années d'expérience et de formation qu'un psychothérapeute. Un psychothérapeute, c'est un psychologue qui a fait son parcours universitaire, il a eu son papier, son master en psychologie, et puis ensuite, il fait un postgrad en psychothérapie, qui dure 4 à 5 ans. Donc, c'est des études encore plus longues. Et puis, les psychothérapeutes, du coup, ils vont être amenés à travailler généralement avec des problématiques plus psychopathologiques. Donc, des problématiques plus complexes, avec des psychopathologies plus lourdes, ou bien où il y a des problématiques psychosociales qui sont entremêlées. Donc, c'est des gens qui ont des techniques psychothérapeutiques en plus. Après, quelle est vraiment la limite entre un psychologue et un psychothérapeute? Qu'est-ce qu'un psychologue a le droit de prendre comme problématique et où il y a la limite qui se fixe et ça doit être transmis à un psychothérapeute? Honnêtement, ça n'est pas clair du tout. J'avais même discuté de ça une fois avec les instances de régulation de notre métier et elles-mêmes étaient incapable de me spécifier où se trouvait la limite claire. Donc je dirais que la limite, elle peut être assez variable. Elle dépend des compétences du psychologue et du psychothérapeute, de aussi à quel point je me sens de prendre une situation, parce que après, chacun fait des spécialisations encore différentes. Donc ce qui est très important pour un psychologue comme un psychothérapeute, de toute façon, c'est de savoir quelles sont ses compétences, savoir définir où se trouve sa limite de compétences et réorienter chez un collègue qui va être plus spécialisé et plus compétent, qu'il soit psychologue ou psychothérapeute. En Suisse, pour l'instant, en termes de remboursement, ça change également. Un psychologue comme moi va être remboursé par certaines assurances complémentaires, alors qu'un psychothérapeute va pouvoir être remboursé par l'assurance maladie de base. Alors, il y a eu des changements dernièrement au niveau des lois. C'est encore pas du tout réglé, mais
voilà, c'est dans ce sens que ça va. Et puis finalement, le psychiatre, eh bien, quelle est la différence? Eh bien, un psychiatre, c'est avant tout un médecin. Donc c'est quelqu'un qui va faire son parcours de médecine et qui ensuite va se spécialiser dans la psychothérapie. Donc les psychiatres peuvent faire des accompagnements, mais ils sont vraiment spécialisés plus dans le côté pharmacologique des troubles psy. C'est eux qui vont pouvoir donner des médicaments si jugent que c'est nécessaire. Donc un psychothérapeute, un psychologue ne peuvent pas prescrire de médicaments. Et donc souvent, les psychologues, psychothérapeutes travaillent en collaboration avec des psychiatres s'il y a besoin de traitement. Et très souvent, c'est plutôt les psychologues et les psychothérapeutes qui vont faire les accompagnements parce que ils ont cette formation vraiment entièrement psychologique, thérapeutique. Et puis, ça c'est mon avis personnel, mais le fait de ne pas pouvoir prescrire de médicaments, ça force les psychologues et les psychothérapeutes à développer des vraies compétences d'accompagnement en thérapie, des vraies techniques, parce qu'on n'a pas cette béquille. C'est-à-dire, face à une crise d'angoisse, on peut soit dire, voilà, tenez un anxiolytique, comme ça peut être fait par certains médecins ou certains psychiatres, et puis pas chercher plus loin. Ou bien, si on n'a pas cette option-là, on va être obligé d'apprendre à la personne des techniques de respiration, de relaxation, faire de l'hypnose, aller chercher plus loin pour apprendre à gérer tout ça. Alors là, je vais vous présenter quelques approches qui sont pratiquées en psychologie, quelques spécialisations. Alors, c'est pas du tout exhaustif parce que comme je vous ai dit, il y en a plein, mais je vous donne des grandes approches assez principales dont vont découler ensuite plein d'autres approches. Alors, je vais commencer par la psychanalyse parce que c'est l'approche historique que la plupart des gens connaissent la psycho à travers la psychanalyse. Donc, c'est une approche qui a été fondée par un psychiatre, Sigmund Freud, qui est évidemment très connu. Alors, c'est une approche qui est assez historique. Elle est toujours pratiquée. Elle s'est beaucoup modifiée avec les années pour se moderniser. Et le principe, en gros, c'est que ça vise vraiment à explorer l'inconscient du patient pour comprendre des conflits qui seraient à l'origine de souffrances psychiques. Il y a des techniques. Alors, il y a le fameux divan qu'on voit dans tous les films avec l'association libre. Donc, le thérapeute aura tendance à beaucoup moins parler que dans d'autres approches. Il va laisser associer librement. De l'analyse des rêves, des interprétations, des actes manqués. Ils vont analyser des structures de personnalité. Et puis, voilà, l'objectif, c'est d'identifier et de résoudre des conflits inconscients. Alors ça, c'est une approche que moi, j'ai pas du tout creusé. Alors, on l'a vu un peu pendant les études, mais plein de raisons. C'est pas une approche qui m'intéresse. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis de côté. Je me suis plus rapproché d'autres approches dont je vais vous parler à présent. Une deuxième approche, c'est l'approche systémique. Alors ça, c'est une approche que je trouve particulièrement intéressante, qui est née aux États-Unis, notamment avec l'école de Palo Alto en Californie. Des grands noms de cette approche, c'est Gregory Bateson, Jay Haley, Paul Václavic. Il y a aussi des thérapeutes, Milton Erickson, qui est le fondateur de l'hypnose ericksonienne, qui était un thérapeute génial, a travaillé aussi beaucoup avec ces personnes. C'était pas du tout que des psychologues ou psychiatres, pas du tout. Il y avait aussi des sociologues, des travailleurs sociaux, d'autres métiers du social ou de la communication qui ont participé à ça. Alors, la particularité de l'approche systémique, c'est que, au contraire de la psychanalyse qui se focalisait plutôt sur l'individu uniquement, la systémique, elle va prendre l'individu comme étant partie d'un plus grand groupe, que ce soit la famille, le couple, l'environnement social. Elle va s'intéresser beaucoup aux interactions et aux dynamiques entre les membres de ce système. Elle va considérer des problématiques psychologiques comme étant des symptômes de dysfonctionnement de ces dynamiques-là. Et donc, le thérapeute, il va beaucoup travailler sur le système, les interactions, essayer de ramener le regard des différentes personnes en demandant par exemple qu'est-ce que votre mère pense de ça, comment votre famille vous perçoit, vos amis. Il va mettre en exergue tout ce système social. Il va aussi vouloir chercher à identifier les schémas dysfonctionnels et puis influencer ces systèmes-là pour améliorer le bien-être de la personne qui vient consulter. Donc ça, c'est des approches qui sont évidemment très répandues du coup dans les thérapies de couple, les thérapies familiales. Moi, je trouve que c'est une approche qui est top et qui a influencé énormément une approche dans laquelle je suis formé, c'est le coaching. Alors le coaching, peut-être ça va surprendre certaines personnes que je l'inclus là-dedans, mais c'est très important de ramener le coaching à sa place, c'est-à-dire c'est une approche en psychologie de thérapie. Parce que le coaching, c'est beaucoup démocratisé à l'heure des réseaux sociaux. Et puis tout le monde
peut s'intituler plus ou moins coach parce que c'est pas un titre protégé. Et du coup, ça a terni l'image du coaching. Mais ça a été fondé par des psychothérapeutes, notamment de l'école de Palo Alto. Moi, j'ai été formé à l'approche du coaching centré solution qui a été fondée par Steve DeShazer et Inzu Kimberg. Et puis, cette approche, elle a été fondée parce que ces personnes-là travaillaient dans des centres sociaux où ils voyaient des personnes très précarisées, des personnes sans domicile fixe, des personnes qui souffraient d'addiction ou d'autres problématiques. Et c'était des personnes, du coup, où le setting thérapeutique de voir les gens chaque semaine, chaque 2 semaines pendant longtemps n'était pas possible. C'était des personnes qui venaient, ils les voyaient 1 fois, 2 fois, et puis tout d'un coup, elles disparaissaient. Donc, ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut aider les gens, même en 1 ou 2 séances, et avoir un impact positif sur leur vie. Ils sont partis de cette question-là, et puis du coup, ils ont analysé ensuite toutes les approches en psychologie. Ils ont pris toutes les approches, ils ont regardé des entretiens, puis ils ont cherché à trouver quelles étaient les questions les plus pertinentes, les plus impactantes. Et puis, c'est là où ils ont fait une découverte, c'était que si on ne parlait pas du passé, mais qu'on se focalisait sur ce que la personne voulait, pas sur ce qu'elle ne voulait plus, sur ses problèmes, toutes les questions du problème, et qu'on se focalisait sur qu'est-ce qu'elle veut à la place, l'avenir et comment elle peut le faire agir et comment elle peut le construire dans le présent, eh bien, on gagnait énormément de temps dans ces approches thérapeutiques. Et donc, c'est là qu'est née les approches de coaching où on a des questions comme faire imaginer le futur idéal, chercher des précurseurs, c'est-à-dire des moments où la personne vit déjà parfois son futur idéal, comprendre quelles sont ses ressources, qu'est-ce qui va l'aider à l'atteindre, quelles sont les personnes autour qui peuvent l'aider. Il y a aussi ce regard des autres qui vient des thérapies familiales, systémiques. On va se dire, ok, mais qu'est-ce qu'elle pense, votre copine, votre mère, votre père, qu'est-ce qu'il dirait de vous, etc. Et donc ça, c'est une approche qui m'a parlé énormément parce que, ça s'intéresse justement pas au passé, mais à ce que la personne veut, à ses ressources, à ses compétences. Et puis, c'est une approche qui est vraiment focalisée sur l'efficacité. Ça, c'est un point qui doit, à mon avis, être ramené dans les discussions en thérapie. Une 4e approche qui est très importante à présenter, c'est l'approche des thérapies cognitivo-comportementales, qui est souvent abrégée TCC. Alors ça, c'est une approche qui se focalise principalement sur l'analyse des pensées et des comportements, par du principe que c'est nos pensées qui vont induire des comportements et qui du coup ont une influence sur nos émotions, notre style de vie, notre qualité de vie. Donc ça, il y a des thérapeutes très connus comme Pavlov. Alors c'était pas vraiment un thérapeute, c'est plus un scientifique, mais c'est parti un peu de là. Donc ça, c'est une approche qui est super intéressante, qui peut être très efficace sur plein de problématiques, notamment par exemple des phobies, le traitement des phobies, le traitement des TOC, c'est des choses qui sont super intéressantes. C'est une approche aussi qui a été très étudiée scientifiquement. Il y a plus d'études scientifiques sur les TCC parce que c'est un peu plus facile à créer des recherches à partir de cette approche parce que c'est plus structuré, c'est plus facile à observer des pensées ou des comportements que des conflits inconscients, par exemple. Donc, il y a aussi un biais aussi par rapport aux études qui sont faites où c'est souvent la TCC qui ressort comme étant la meilleure approche, mais c'est parce que aussi c'est l'approche qui est la plus facilement étudiée. Mais ça reste une approche vraiment de choix hyper intéressante. Et puis, peut-être une dernière approche que j'aimerais présenter, c'est l'approche centrée sur la personne qui vient notamment de Carl Rogers. C'est une approche dans laquelle j'ai été aussi formé durant mon master, que je trouve très importante. Pour moi, c'est un peu la base. C'est-à-dire que Rogers, il mettait vraiment l'accent sur une acceptation inconditionnelle de la personne qui vient nous consulter, une approche vraiment empathique, non jugeante, acceptante. Et puis, ça met l'accent sur, quelque part, le potentiel de croissance de l'individu, sur ses ressources internes. Ça va vraiment pousser aussi l'individu à une auto-exploration, à une prise de conscience de soi, au développement de l'estime de soi. Donc, pour moi, c'est vraiment aussi une approche qui fait beaucoup de sens et qui est pour moi, qui devrait être en fait le cadre de toute thérapie. Pour moi, ça devrait toujours être dans ce cadre bienveillant, empathique, authentique, avec vraiment une croyance dans le fait que la personne peut s'en sortir, peut développer des compétences, a des ressources en elle dans lesquelles elle peut puiser. Et ça, ça se retrouve dans toutes les approches dans lesquelles je me suis formé, le coaching, l'hypnose. Il y a toujours cette vision. Et ça, c'est un point qui est super important parce que je pense qu'il y a pas mal de psychologues, notamment, qui perdent cette vision. Et
perdent la croyance dans le fait que les personnes ont des ressources. Elles ne les voient plus que comme un diagnostic ambulant, une problématique ambulante. Et ça, c'est très problématique parce que si le thérapeute n'a pas la croyance que la personne peut grandir, peut améliorer sa qualité de vie, eh bien, il va être incapable de guider cette personne vers cela. Alors maintenant, comment je choisirais mon psychologue si je devais en trouver un? Alors, ça m'est arrivé une fois. J'ai fait tout ce processus que je vais vous expliquer et malgré tout, ça s'est pas bien passé du tout. J'ai fait 2 séances et demie. Je suis parti au milieu de la 3e parce que, en fait, la personne que je suis allé voir, pour une raison que j'ignore, ne voulait pas être mon thérapeute, mais voulait être mon superviseur, voulait me dicter quelle formation je devais faire, était vraiment, en fait, me posait pas de questions. Donc, ça s'est très mal passé. Donc, c'est pas une garantie que ça se passe bien, mais c'est ce qui est en votre contrôle pour déjà chercher à sélectionner ce qui pourrait vous convenir. Moi, je conseillerais, avant de choisir son thérapeute, déjà d'écouter ce podcast pour comprendre un peu les différentes approches, parce que tout de suite vous allez voir, ok, cette approche elle me parle, celle-là moins. Peut-être ça peut vous permettre de faire des recherches, après de dire ok, moi j'ai cette problématique, peut-être j'ai un trouble anxieux, qu'est-ce qui est connu comme étant le plus efficace par rapport à des troubles anxieux. Donc ça va déjà vous permettre de sélectionner un peu plus. Ensuite, j'irai chercher sur Internet. Pour moi, c'est important de pouvoir voir la tête qu'a mon psychologue parce que ça me donne déjà des infos et de voir, voilà, est-ce que j'ai déjà, rien qu'au visage, j'ai un bon feeling. Je vais plutôt chercher quelqu'un qui met des infos sur son site, qui parle de son approche, de ce qu'il fait, etc. Ensuite, j'aimerais aller l'appeler pour déjà avoir la voix, voir comment je me sens au téléphone avec la personne. Est-ce que cette personne, elle prend le temps de m'écouter ou est-ce qu'elle décroche et puis c'est vite en vitesse d'un ton sec. Déjà, avoir un premier contact, c'est déjà une chose qui est super importante. Et puis finalement, c'est peut-être quelque chose aussi à préciser, se demander quel type d'accompagnement j'ai envie, ça va aussi dans la durée par exemple. C'est-à-dire, est-ce que je veux quelque chose plutôt de court, très centré, vraiment résultat? Moi, c'est ma vision des choses. Ça devrait toujours commencer par une approche brève. Et puis, si ça suffit pas, aller dans une approche plus longue. C'est ma vision. Mais il y a des personnes qui ont envie de pouvoir prendre plus le temps, qui sont peut-être moins en confiance, qui ont besoin de plus de temps. Donc, ça, c'est aussi un truc à prendre en compte parce que si vous me contactez, moi, je fais de l'accompagnement bref, c'est-à-dire que je vois les gens en général autour des 6 séances. Bien sûr, ça peut être moins comme ça peut être plus. Je m'adapte aussi à certains besoins. Mais si vous me contactez puis que vous avez en tête que vous voulez prendre votre temps et puis faire ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que vous avez besoin de pouvoir parler de plein de choses différentes, d'élaborer, etc., je serais peut-être pas la bonne personne pour vous. Mais peut-être que 3 ans plus tard, vous aurez envie d'avoir des résultats, d'aller sur des objectifs précis, d'être accompagné là-dedans, d'aller dans l'action. Là, ce sera le bon moment pour me contacter moi et plus le bon moment pour contacter le thérapeute que vous aviez qui était plus dans la discussion, l'anamnèse, prendre tout en compte, mais moins dans l'action. Donc il y a aussi une question de timing par rapport à vos besoins, à votre problématique. Voilà, j'espère qu'en sortant de cet épisode, vous avez une meilleure compréhension de mon métier, du métier de mes collègues. Comme je l'ai dit, j'ai essayé de donner quelques infos sur ces différentes approches. Évidemment, il y a plein d'autres approches qui existent. C'est pas parce que je les ai pas citées qu'elles sont pas importantes ou pas efficaces. Je vous encourage à explorer, à tester différents psychologues si le premier que vous avez rencontré ne vous a pas convenu. Et puis, je vous remercie pour vos évaluations sur Spotify, Apple Podcast. Merci de prendre le temps d'aller en mettre. Merci pour les commentaires sur YouTube. Partagez ce podcast, ça m'aide énormément à le faire connaître. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.